diagramme tiré de l'étude de Stroh pour définir la périménopause. On a dit tout à l'heure que c'était vers l'âge de 47 ans que l'on voit apparaître des troubles du cycle, des variabilités hormonales et donc la possibilité plus fréquente de kystes fonctionnels compte tenu des alternances parfois fréquentes et aléatoires de cycles à ovulation normale, de cycles avec phase lutéale courte, c'est-à-dire insuffisance lutéale, de véritables anovulations qui peuvent s'associer d'un taux d'estrogène parfois normal ou parfois d'une hypoestrogénie, et donc la présence de kystes fonctionnels devra être systématiquement évoquée. La présentation clinique des signes d'appel et des signes de découverte sont, comme d'habitude, pour certaines pathologies pelviennes, des douleurs et des tumeurs, mais il faut de plus en plus souligner qu'avec la fréquence de la réalisation d'échographies systématiques dans cette période, on va être confronté plus souvent à des images liquidiennes qui vont évoquer une pathologie kystique. Un petit rappel, c'est que 45 000 hospitalisations en 2012 ont été recensées pour la prise en charge de tumeurs ovariennes présumées bénignes. Et puis la question de fond qui est, devant une image évoquant un kyste ovarien, faut-il craindre le risque de cancer? Alors je vais fonder mon exposé sur 3 cas cliniques pour que l'on soit amené à réfléchir ensemble. Ce sont des cas cliniques qui sont extraits donc, du CHU de Nantes et de différents chirurgiens. Donc premier cas, une patiente de 46 ans, mère de 2 enfants, qui a déjà eu une annexectomie droite pour un cystadénome mucineux de l'ovaire. C'était il y a plus de 10 ans. Et puis elle a eu dans ses suites 2 célioscopies pour des récidives de cystadénome mucineux sans atypie. Et puis elle est référée donc, au CHU parce qu'une nouvelle échographie objective une image kystique multiloculaire de 6 cm sans ascites avec un marqueur CA125 normal. Quelle est votre conduite à tenir? Donc là, effectivement, ce n'est pas forcément simple, mais il a été décidé de faire une célioscopie. Voilà l'image macroscopique de l'ovaire. Et vous savez très bien, et on le reverra, que la macroscopie ovarienne ne permet pas de prédire l'origine histologique. L'opérateur a réalisé une annexectomie gauche et au niveau anapate, c'est un cystadénome mucineux de l'ovaire, donc sans signe de malignité. Fallait-il l'opérer? Quelle est l'évolution des cystadénomes mucineux sans atypie? Elle a été opérée et ensuite elle a été bénéficiée d'un traitement hormonal de la ménopause. Deuxième cas, 47 ans, une dame qui est en insuffisance rénale, qui a 3 dialyses et qui est en attente de greffe, qui a été opérée en 2007 d'un cancer du sein et qui a une tumorectomie radiothérapie, était sous tamoxifène. Elle a une échographie de principe qui objective une image liquidienne multiloculaire de 29 mm de diamètre et le gynéco qui la suit dose un CA125 à 60. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc là, effectivement, elle a eu une célioscopie, voilà l'aspect macroscopique de l'ovaire, et le chirurgien a réalisé une annexectomie droite, sachant que l'annexe gauche était normale. Et l'anapate révèle des kystes fonctionnels ovariens, dont un kyste hémorragique, et puis peut-être pour nous faire plaisir, il découvre un cystadénome séreux subcentimétrique. Plusieurs kystes vestigiaux paratubères qui pouvaient expliquer l'image multiloculaire. Fallait-il l'opérer? Quand on a revu ce dossier en staff post-opératoire, on s'est dit que là, on pouvait éventuellement éviter une intervention à cette patiente. Troisième cas clinique, qui est particulier, Madame F, 50 ans, vient à la consultation systématique et elle nous révèle que sa mère vient d'avoir un cancer de l'ovaire pour lequel elle a été opérée, cancer de l'ovaire séreux de haut grade. Elle est en périménopause puisqu'elle a des cycles irréguliers, examen gynécologique strictement normal. Une échographie est demandée dans la mesure où sa mère a fait un cancer de l'ovaire et l'échographiste révèle une petite image de 6 mm avec une formation
homogène, isoécogène de 10 mm sur 12 sur 10. Qu'est-ce que vous proposez? Elle a été opérée. Donc voilà son ovaire gauche. L'ovaire droit avait un aspect normal. Un petit nodule au niveau du ligament large gauche. Et c'est un adénocarcinome papillaire séreux, peu différencié, qui en fait était bilatéral avec un foyer ovarien de 17 mm. Et suite à la découverte du cancer de l'ovaire chez sa mère, une recherche génétique a été faite et on a appris à cette occasion qu'elle était porteuse donc, du gène BRCA1. Donc c'est effectivement un cas particulier, mais qui vous montre parfois la difficulté que nous pouvons avoir devant une prise en charge d'une tumeur ovarienne de petite taille. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas rester marqué par cette troisième observation qui est quand même très particulière, car les images liquidiennes ovariennes sont fréquentes. Vous voyez, dans l'étude de Modésite, c'est 18%. Dans d'autres études, c'est 14%, avec, quand on fait des échographies ultérieures, une persistance de 54% des images liquidiennes. Et quand on regarde les risques de cancer de l'ovaire, vous voyez, dans la série ici de Castillo, c'était un seul cas de stade 1A, c'est peut-être un peu, par exemple, notre observation, la troisième observation, c'était dans le cadre d'un dépistage systématique, mais plus de 6 adénomes séreux, dont l'évolution vers le cancer est quand même très aléatoire. Et puis, dans une population de kystes uniloculaires de moins de 5 cm, vous voyez, moins 0% de cancer de l'ovaire. D'autres études, comme Sarkar, vous voyez ici, devant un kyste anécogène de petite taille, disparition spontanée dans plus de la moitié des cas, à peu près la moitié qui persiste, et exceptionnellement, là aussi, un cas de cancer. Dans l'étude de Modésite et de Nagel, c'est la grande étude qui était proposée pour dépister le cancer de l'ovaire, vous savez, sur des tests fondés par l'échographie et le CA125. Vous voyez qu'on a une excellente valeur prédictive négative, mais qu'en valeur prédictive positive, le risque de découvrir un cancer de l'ovaire sur une échographie systématique est quand même relativement rare. Donc, quelle est la conduite que l'on doit proposer? Très clairement, il faut tenir compte non seulement de l'image, mais du contexte. Donc, il est très important, à mon sens, de noter dans les antécédents les facteurs de risque. Bien entendu, s'il y a des facteurs de risque génétiques, on propose une conduite qui est maintenant prophylactique et on n'attend pas d'avoir une image liquidienne ovarienne. Tenir compte des antécédents personnels. On sait très bien que la pilule estroprogestative diminue le risque de cancer de l'ovaire, diminue aussi le risque d'avoir des kystes fonctionnels. Qu'à l'inverse, l'endométriose donne un risque relatif de 1,5. Ici, dans cette étude nord-américaine, c'est un petit peu plus important, mais globalement, une femme qui a une endométriose a une petite augmentation du risque devant des endométriomes et peut-être nous faire réfléchir à des conduites peut-être différentes d'une population générale qui n'ont rien à voir avec les femmes qui ont des gènes mutés. Donc tenir compte de ces facteurs de risque pour individualiser la prise en charge. Il est très clair que l'échographie joue un rôle fondamental dans la prise en charge de la patiente. Vous avez des index morphologiques et très clairement, c'est notre sujet, si vous avez une image liquidienne de type 0, anécogène strict de moins de 10 cm3, le risque de cancer, vous voyez, sur 28 000 cas rapportés par Elder, est de 0 cancer dans ces cas. Quand l'aspect interne est plus anécogène, vous avez un risque qui est très légèrement noté, vous voyez, 1 cas sur 2300 observations, et plus vous arrivez dans une image complexe, bien entendu ici de type 5, plus vous aurez un risque de cancer de l'ovaire. Donc ces critères de bénignité doivent absolument être rappelés: moins de 7 cm, parois fines, contours réguliers, contours homogènes, absence de végétation, absence de cloison ou 1 à 2 cloisons fines, pas de vascularisation anarchique au Doppler, pas de signes associés. Très clairement, dans ces cas-là, vous pouvez être rassuré et il faut maintenant éviter d'opérer ces patientes. Et même, il a été dit, et c'est dans les recommandations du CNJOF qui ont été publiées en 2013, il n'est pas indispensable de signaler les images uniloculaires
liquidienne anéchogène de moins de 3 cm en périménopause pour éviter le surdiagnostic et la surprise en charge. Donc très clairement, importance de l'échographie pour différencier le bénin de ce qui est à risque. Faut-il faire des marqueurs ovariens? Très clairement, non, devant les images uniloculaires de moins de 7 cm. Par contre, si vous avez une échographie avec un résultat douteux, le CA125, vous voyez, là on n'a pas en périménopause, c'est très difficile puisqu'on est entre les deux. On est en préménopause, c'est peu spécifique ni sensible, mais il devient sensible qu'en post-ménopause. Et puis vous avez d'autres tests qui peuvent améliorer la sensibilité, mais qui ne sont pas recommandés devant des images claires anéchogènes de moins de 7 cm. L'évolution, donc très clairement, vous avez ici le tableau des diagnostics possibles que vous pourrez retrouver dans les textes fournis par le collège, dans les livres du collège de cette année. Très clairement, on peut lister un grand nombre de possibilités de tumeurs bénignes. Ce qui nous intéresse, c'est les kystes fonctionnels, des endométriomes, des abcès, des tératomes matures, des cystadénomes, donc séromucineux, des hydrosalpinx, des kystes paratubères qui sont fréquents. Il serait quand même dommage de proposer une chirurgie à une patiente qui a des kystes paratubères, et ensuite d'autres tumeurs plus solides. N'oubliez pas la possibilité de kystes, de lésions extra-gynécologiques. Mucocèle impendiculaire, c'est un cas que j'ai vu personnellement, et là, vous comprenez le risque qu'il pourrait y avoir de proposer une ponction éco-guidée par voie vaginale devant une image liquidienne pure. Le mucocèle que j'avais vu faisait 3 cm, et donc il n'est pas question, et actuellement il n'est pas du tout recommandé d'aller ponctionner les images uniloculaires pelviennes chez la femme en périménopause. Un kyste du rein, j'étais une fois sollicité pour opérer une patiente qui avait une image liquidienne qui était pelvienne, et heureusement, une échographie de référence a révélé qu'il s'agissait d'une malformation rénale, un rein en fer à cheval pelvien. Donc là, il n'était pas du tout question qu'on l'opère en gynécologie. Les kystes péritonéaux, c'est peut-être la seule exception du diagnostic différentiel où on peut proposer des ponctions éco-guidées pour soulager les patientes, mais dont les kystes, à ce moment-là, sont importants, volumineux, compriment les organes de voisinage. Et puis, le souvenir des possibilités de tumeurs malignes, mais l'échographie est très certainement discriminante à ce niveau. Donc je voudrais juste insister en conclusion qu'il ne faut plus systématiquement explorer chirurgicalement les kystes ovariens uniloculaires anéchogènes, et dans les recommandations du collège de 2013, cela va jusqu'à 10 cm, et surtout en périménopause. Affirmer, même s'il y a toujours des cas particuliers, que le risque de cancer est très rare et que vous devez évaluer ce risque en tenant compte des antécédents, de l'examen clinique et surtout de l'examen échographique qui associe la voie abdominale et la voie vaginale. Et l'IRM, par exemple, n'est pas indiqué, exception faite des tumeurs qui seraient supérieures à 7 cm et pour lesquelles une imagerie complémentaire pourrait être utile. Tenir compte des possibilités de compression, d'évolution ou de cancérisation qui sont exceptionnelles. Et donc, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas confier aux chirurgiens les patientes qui ont des simples images uniloculaires anéchogènes pelviennes. Merci.